Donc voilà, vous connaissez ProteinXTC. Donc nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en agroalimentaire. Nous allons animer ce webinaire pendant 30-40 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat vos réponses. Comme ça, on pourra à la fin les revoir et répondre, bien sûr, à toutes les questions. Nous allons aujourd'hui aborder 10 sujets clés qui vont impacter l'année 2023. C'est un regard sur les présents qui nous permet d'appréhender l'avenir. Donc, c'est des sujets à surveiller tout au long de l'année. Bien sûr, Antoine, je peux enchaîner. Ces 10 sujets nous semblaient importants à partager avec vous parce que on considère qu'en 2023, il faudra être très attentif et avoir beaucoup d'acuité pour décoder tous ces signaux que ce monde en mouvement nous envoie. Comment réagir, comment les appréhender, comment faire les bons choix. Voilà parmi les objectifs qu'on s'est fixés en préparant et en sélectionnant ces sujets qu'on va partager avec vous. Alors, Antoine, le premier sujet, on va démarrer par un sujet dont certains en parlent, donc, la foodnomique. C'est bien mystérieux pour nous à la com, Antoine, tout ça. Tu pourras nous expliquer un peu ce que c'est et nous dire en quoi ça va être un sujet à surveiller en 2023 ? Oui, alors ça nous semblait intéressant de rebondir sur l'idée qu'on a tous et que l'alimentation et la nutrition en particulier est une science très récente, très jeune, et qu'elle a encore beaucoup de choses à faire découvrir. Et la foodnomique fait partie de ces nouvelles connaissances dont on parle de plus en plus, qui bruissent dans les laboratoires, et qui nous semblait intéressant de partager avec vous. En fait, la foodnomique, c'est une nouvelle science de l'alimentation et de la nutrition, qui a de très nombreux objectifs et potentialités, mais dont l'une principale nous semble intéressante de vous partager, c'est celle de dresser un inventaire le plus complet possible des composés bioactifs, des composants bioactifs d'un aliment. Donc ça relève bien entendu de la big data, de la bioinformatique. Aujourd'hui, on a coutume de dire qu'on connaît un peu moins de 200 substances constituant des aliments, alors que les chercheurs évoquent plutôt 20 000, une potentialité de 20 000 constituants bioactifs dans un aliment. Et donc, on voit là toute l'ambition et toutes les perspectives que peut donner cette nouvelle technique, ces nouvelles technologies, qui en combinent plusieurs. On les a citées ici. Elles portent toutes ce nom un peu particulier qui fait référence à la biologie moléculaire, à l'ADN, au génome, bien sûr, de l'homme, mais aussi de tous les constituants de la nature. C'est la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, la lipodomique. Ça vous dit toutes les perspectives que donne cette nouvelle recherche. Bien entendu, elles nous intéresseront plus particulièrement sur certains aspects dans l'alimentaire. On a retenu ici, au-delà donc d'identifier et de quantifier toutes ces molécules et substances présentes dans un aliment, elles vont aussi nous permettre de mieux comprendre leurs interactions, les rôles, les effets au sein d'un aliment, mais aussi les effets sur l'organisme ou encore dans l'environnement. On prédit aussi un avenir de ces nouvelles techniques pour développer l'agriculture durable. Et puis, ça permettra aussi, et certains laboratoires s'y consacrent tout particulièrement, de prédire les comportements et caractériser les populations de micro-organismes, de bactéries, de virus, pour mieux comprendre leurs évolutions, leur résistance et leur impact sur la santé. Donc, on voit les sujets sont très vastes, un peu vertigineux, il faut le reconnaître, mais il nous semblait intéressant de vous amener à vous familiariser avec cette nouvelle science, la foodnomique, qui nous impactera, à n'en pas douter, possiblement encore légèrement en 2023, mais très certainement de manière plus impactante dans les années à venir. Donc, comment se positionner par rapport à ça? Comment réagir en tant qu'acteur du secteur agroalimentaire? Aujourd'hui, il faut rester attentif à cette science, suivre ses avancées. Elle est jeune, prometteuse, mais dévoilera encore beaucoup de potentialités. Donc aujourd'hui, on vous inviterait à être attentif à la création de ces bases de données dont on commence à parler et qui cartographient, qui caractérisent des molécules présentes dans les aliments. On voit aussi que les coûts
et l'usage de ces méthodes analytiques, de ces outils informatiques diminue, donc possiblement de commencer à s'y intéresser ou de monter des partenariats avec des laboratoires de recherche. L'INRAE et l'INSERM s'y intéressent pour construire des projets et appréhender de manière de plus en plus précise et proche de vos préoccupations cette nouvelle science. Autre sujet d'actualité à n'en pas douter, c'est l'information du consommateur. C'est pas nouveau, on en parle depuis de nombreuses années, il y a beaucoup d'attentes du côté du consommateur, beaucoup d'initiatives récentes ont été conduites autour de la nutrition, de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2023? Tu vas nous en dire un petit peu plus. La décision sur un étiquetage nutritionnel harmonisé à l'échelle de l'Union européenne sur les emballages, comme on le sait, il a été reporté en 2023. Du coup, programme bien chargé pour la Commission européenne cette année. Mais il n'y a pas que le sujet de la nutrition. Il y a d'autres sujets au programme qui intéressent toujours le consommateur. Ce sont les sujets d'étiquetage liés à l'origine, la provenance, l'étiquetage environnemental et climatique, le bien-être animal aussi. Donc, ils sont toujours en discussion et en maturation en Europe. Donc, évidemment, gros enjeu cette année, c'est le fameux Nutri-Score qui subit les tensions et les débats. On voit déjà que c'est tendu, donc ce qui nous fait comprendre qu'il y aura des difficultés à trouver une entente. Et le bien-être animal. Donc voilà, gros enjeu sur le Nutri-Score. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on réagit aujourd'hui en tant qu'acteur dans l'agroalimentaire? Il faut rester attentif, il faut rester mobilisé. Et, par exemple, on vous invite à suivre le projet Ecobalise, donc qui est un lien avec l'étiquetage environnemental. C'est un outil de calcul qui est gratuit et proposé par les pouvoirs publics. Voilà, donc en tout cas, le consommateur restera demandeur de tout ça. Donc, faut monter en compétence sur ces sujets-là, il faut les explorer, prendre son temps, même si le futur est incertain aujourd'hui, Antoine. Tout à fait. On a des petits soucis d'écho, mais on va essayer de les régler tout de suite. Autre sujet d'importance, la politique nutritionnelle en France aujourd'hui, et surtout quelle suite au PNLS 4. Vous en avez certainement tous et toutes entendu parler. On nous prédit pour l'été 2023 une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Elle s'appuiera bien entendu sur le plan national de l'alimentation et le plan national de nutrition santé. Ce dernier se terminant en 2023. Donc on nous annonce cette stratégie pour le 1er juillet 2023. Elle déterminera les orientations de la politique de l'alimentation durable, puisqu'elle tient compte, bien évidemment, le titre l'évoque, de l'alimentation de manière générale, mais aussi de l'impact climatique. Le PNA a démarré avec ses plans alimentaires territoriaux et on attend maintenant la suite des événements. Dans le même temps, gardons à l'esprit que la problématique de l'obésité et du surpoids reste entière en France. Il y a 2 ans maintenant, on disposait de données sur la situation en matière de surpoids et d'obésité. On sait aujourd'hui qu'en France, près de 50% des Français sont concernés. On est loin, bien entendu, des chiffres nord-américains qui se rapprochent plutôt de 75-85%. Mais néanmoins, ça reste une problématique dont on parlait un petit peu moins parce que le Nutri-Score occupait bien évidemment toute l'actualité. Mais récemment, notre ministre de la Santé a mis en place une mission sur la prévention et la prise en charge de l'obésité, coordonnée par le professeur Martine Laville à Lyon. Et donc, une feuille de route est attendue pour mars 2023 sur le sujet. Elle proposera un certain nombre de recommandations en matière de prévention et de prise en charge de l'obésité. Et on sait que la prévention peut effectivement impacter l'offre alimentaire. Maintenant, comment se positionner ou comment
qu'attendre de 2023. Nous, ce qu'on pressent, c'est qu'effectivement, le PNLS 4 a très largement préempté les nouveaux repères de consommation et le Nutri-Score. Il faut s'attendre en 2023 à d'autres orientations. On pourrait voir revenir des actions de prévention impliquant les collectivités, les écoles, pourquoi pas les entreprises, mais également dans un prisme un petit peu moins favorable, pourquoi pas des taxations et l'encadrement des pratiques publicitaires et de communication, en particulier à destination des jeunes publics. On en parlait un petit peu moins ces dernières années et on pressent qu'elle pourrait à nouveau voir le jour. Donc il nous semble important de se préparer à d'éventuelles perspectives allant dans ce sens. Bien évidemment, ce qui se passera aussi autour de l'étiquetage nutritionnel au niveau européen, le devenir du Nutri-Score pourra aussi réorienter et impacter ces futures dispositions et ces futurs programmes officiels. Néanmoins, il nous semblait intéressant de faire un point et de donner ces perspectives. Autre sujet d'importance, le bio. Vous en avez toutes et tous entendu parler. On sait la situation aujourd'hui de la filière, du marché. Difficile, sans être devin, d'anticiper et d'imaginer ce qu'il adviendra de la filière et des produits du marché en 2023. Néanmoins, on a quelques perspectives à vous partager. Et je repasse la parole à Soa sur le sujet. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je crains que non. Je vais vous partager ces informations. Je le disais en introduction, le bio a vécu une période de croissance indéniable jusqu'aux années 2020. C'est aujourd'hui moins le cas depuis 2021. Alors, je suis revenue, désolée, on s'est séparés un moment pour régler le problème d'écho, mais ça n'a pas. Vous entendez Antoine? Très bien. Excusez-nous. Pardon, désolé pour les problèmes techniques. Alors, on reprend donc par rapport au bio. Donc, on a remarqué un déclin du marché du bio en 2021, alors qu'il était en croissance jusqu'à 2020. Il y a plein de raisons qui sont liées à ça. Donc, on peut citer le prix, bien sûr, le prix des produits bio qui a été fragilisé par l'inflation, par le manque d'innovation des produits bio, par la multiplication des labels peut-être et les autres cautions éthiques et environnementales. Donc, on trouve qu'il y a un problème de communication aujourd'hui autour de ce label, du label bio. Il faut qu'on arrive à bien le valoriser, à bien valoriser la valeur ajoutée de ce label d'une manière un peu plus précise et plus différenciante. Donc, on pense aujourd'hui qu'il y a un manque de marketing autour du bio. Voilà, on s'est contenté de ce label et ça manque de communication pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc, aujourd'hui, on trouve qu'il y a deux voies possibles à explorer, dans une logique de bénéfice-prix, bien sûr. Soit on va vers un bio qui est accessible à tout le monde, donc un bio pas cher, soit on justifie un prix haut via le bio augmenté. Et on valorise le local, la rémunération des producteurs, le bien-être animal, donc tous ces attributs-là du bio, en capitalisant sur bien sûr les besoins consommateurs. Donc, il y a un enjeu de prix là-dedans. Il faut que le prix soit lié au bénéfice. On passe à notre 5e sujet. Évidemment, vous vous en doutez, il était impossible de ne pas aborder ce sujet aujourd'hui.
le sujet de l'inflation, de l'énergie, le pouvoir d'achat, beaucoup de choses liées à la situation internationale, la guerre en Ukraine. Donc, il y a des effets non attendus. Donc, on dit que ça va durer, ça va continuer à augmenter. Comment on se prépare à tout ça, Antoine? C'est pas simple, effectivement, et je pense que l'immense majorité d'entre vous se sont déjà préparés ou travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est pas nous qui le disons, effectivement, c'est l'ANIA, c'est que 20% des entreprises de l'agroalimentaire estimaient, encore tout récemment, devoir arrêter certaines productions en 2023 si le prix d'énergie n'est pas encadré. Et puis on le voit, hein, l'augmentation du prix de l'alimentation avec le coût des matières premières est supérieur au taux d'inflation. Donc l'alimentation est tout particulièrement impactée par la situation politico-économique qu'on rencontre aujourd'hui. Et nous, il nous semble intéressant de partager avec vous d'autres enjeux associés à cette situation, puisque des données nous remontent sur les pratiques et les nouvelles habitudes des consommateurs. Par exemple, on a observé sur certains marchés, pas qu'en France, que en matière d'hygiène domestique, les consommateurs, pour limiter leur consommation d'énergie, hein, comme tout un chacun cherche à le faire un peu aujourd'hui, ben, on découvre un mésusage des systèmes de réfrigération et de cuisson. Certains consommateurs éteignent le réfrigérateur la nuit ou ont des pratiques de cuisson un petit peu moins habituelles, voire utilisent ou consomment des produits au-delà de la DSC. On voit aussi que le panier d'achat évolue, moins de diversité alimentaire, puisqu'il y a une diminution de l'offre, bien entendu, moins de produits surgelés, ça coûte cher à stocker, plus de premier prix. Et donc, cette situation autour de l'alimentation, de l'inflation, des coûts de l'énergie qui impactent bien évidemment le monde agricole, l'industrie agroalimentaire, a aussi un impact chez le consommateur. Et aujourd'hui, comment réagir à tout ça? Vous le faites déjà, vous visez des économies d'énergie. On investit dans de nouveaux matériels, de climatisation, de chambres froides, de solaire, bien entendu. On forme le personnel, on le sensibilise. Il y a beaucoup d'autres pistes qui sont abordées. Mais il nous semble également important de ne rien céder sur la sécurité des aliments. On pense, parce que le consommateur, là aussi, pourrait voir changer ses comportements, comme je l'évoquais à l'instant, qu'il faut être particulièrement vigilant sur la chaîne du froid, il faut être vigilant sur la liaison chaude, en particulier dans la restauration, il faut renforcer les contrôles. Et il nous semblait intéressant de conclure sur ce point en soulignant l'enjeu de la performance opérationnelle en matière de logistique, d'achat CCP, dans ce contexte d'économie d'énergie et d'adaptation des process et des pratiques, à la fois au niveau industriel, mais aussi dans les lieux de vente et jusqu'au chez le consommateur. Notre sixième sujet, c'est l'alimentation de demain. En fait, quand on pense à l'alimentation de demain, on pense tout de suite à la transition alimentaire, naturellement. Donc, à des discours parfois aussi qui sont plutôt militants, qui invitent à des changements importants dans nos habitudes alimentaires. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? C'est vrai que l'alimentation de demain, l'alimentation du futur, l'alimentation durable, on en parle, hein, on attend effectivement à l'avenir que notre alimentation soit durable, responsable, équitable, bien sûr pour le consommateur, le citoyen, mais aussi l'environnement, la planète. Mais aujourd'hui, on a le sentiment, et c'est ce qu'on voudrait partager avec vous, que la construction de cette chaîne alimentaire plus écologique, locale, adaptée au changement climatique également, elle implique de relever des défis scientifiques et techniques. L'alimentation de demain, saine et durable, elle commence à naître, mais elle reste à inventer, c'est notre conviction. Pourquoi? Différentes raisons, hein. Parmi les enjeux associés à ça, c'est que aujourd'hui, l'industrie de transformation, elle est en grande partie adaptée à nos matières premières actuelles, produites par ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, que je ne distingue pas du bio ici, mais c'est tout ce savoir-faire agricole qu'on a développé en France, en Europe, dans le monde, hein, autour de cette transformation de matières premières, qui sont en train de changer. Aujourd'hui, de nouvelles matières premières émergent. On cite les plus connus ici, les insectes, les légumineuses, les champignons. Il y en a d'autres qui viendront, les algues qui s'offriront à nous. Et il faut travailler, il faut avoir conscience que ça appellera à faire évoluer les procédés alimentaires pour qu'ils soient aussi robustes que ceux qu'on a aujourd'hui et puis capables d'utiliser une matière première qui sera plus diverse, variable, hétérogène dans sa constitution. Et ça nous amène à vous partager un point qui nous semble excessivement important, c'est que
Comment appréhender tout ça? Il faut changer la manière de concevoir des aliments, il faut adapter les procédés industriels, il faut développer de nouvelles fonctions technologiques. On a confiance, nous, en la capacité des acteurs agroalimentaires à le faire, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, l'adaptation est familier de tous les acteurs, et on parviendra à fabriquer ces aliments. Mais le message qu'on veut aussi faire passer, et peut-être il faudrait le porter à l'extérieur, c'est ce qu'on pourrait vous inviter à faire aujourd'hui, c'est que l'alimentation de demain, elle ne se fera pas sans les aliments élaborés, sans les aliments transformés. Alors il ne faut pas tomber dans les excès ou les dérives de l'ultra-transformation, bien entendu. Il faut rester avec cette idée qu'on fera des aliments simples, des recettes les plus courtes possibles, mais néanmoins, il y a un savoir-faire technologique et industriel dont on ne pourra pas se passer. On ne pourra pas inventer l'alimentation de demain sans ce savoir-faire. Et j'aimerais illustrer ce propos avec une situation toute récente du prix Nobel français de physique qui tout récemment dans les médias appelait les jeunes générations, je le cite, à ne pas céder aux sirènes de ces mouvements prônant un prétendu retour à la nature contre la science. Je pense que les deux sont importants. Bien sûr, il faut capitaliser sur tout ce que la nature offre, mais c'est la science et la technologie aussi qui nous aidera à avancer et à bâtir cette alimentation de demain saine et durable. Faire consommer des végétaux, bien évidemment, c'est le sens de l'histoire. Il faut poursuivre dans cette voie, mais on ne rendra pas toute la population de la planète crudivore. Et c'est en s'appuyant aussi sur le savoir-faire technologique et l'élaboration de nouveaux aliments qu'on y parviendra. C'est notre conviction. Et si on parle un peu agriculture, donc on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de tensions un peu sur l'orientation qu'on veut donner à l'agriculture. Est-ce que 2023 sera plus apaisé sur le sujet? Alors effectivement, le monde agricole est en mouvement, à n'en pas douter. Il se passe beaucoup de choses du côté des pratiques. Et l'année 2023 sera encore riche en événements. On va rappeler, bien évidemment, ça vous est tous et toutes familier, toute cette politique européenne très volontariste pour réduire le recours aux intrants chimiques, produits phytopharmaceutiques, mais aussi aux engrais, etc. Donc, il y a cette volonté très forte de les réduire. Il y a des discussions aussi, on le sait, autour des NGT, New Genomics Techniques, aussi appelés nouveaux OGM. Et là, une législation est en discussion. Elle impactera, à n'en pas douter, les futures pratiques agricoles. On le sait en France tout particulièrement que la neutralité carbone fait partie des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et le secteur agricole y est fortement impliqué. Et puis aussi dans un autre registre, le bien-être animal. En 2023, on nous promet un cadre réglementaire renforcé et ambitieux. Mais ce qui nous semble aussi important de vous partager, c'est que réussir à concilier une haute protection de l'environnement, des consommateurs, bien entendu, avec en particulier la réduction des usages des produits phytosanitaires, tout en veillant à la souveraineté alimentaire et à ne pas laisser les agriculteurs et les éleveurs dans des impasses techniques, est un challenge excessivement compliqué à relever. On le voit encore actuellement avec tout ce qui se passe autour de la culture de la betterave. Il y a un enjeu, effectivement, à ce que tout soit piloté au niveau européen pour qu'il y ait une forme d'égalité, de statut, de contrainte, d'ambition sur l'ensemble des marchés, en particulier sur les grandes puissances agricoles européennes que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Et donc, en 2023, les convictions qu'on a sur la façon dont on va devoir veiller et appréhender le sujet, c'est que bien évidemment, l'agroécologie et le biocontrôle sont des innovations aujourd'hui très importantes. Ce n'est plus des pratiques de niche. Elles s'hybrident de façon de plus en plus forte avec les solutions phytopharmaceutiques plus classiques. Et on pense que dans un avenir relativement proche, elles viendront les remplacer. Il faut se poser la question, et l'enjeu réglementaire est excessivement important, est-ce qu'elle constituera un accélérateur ou un frein clé pour modifier les pratiques? On espère que ce sera un accélérateur, il le faut. Et la recherche, dont on attend beaucoup aujourd'hui, viendra l'aider. L'INRAE en France en particulier travaille très fort sur le sujet. On a besoin d'innovation,
de recherche pour effectivement apporter des solutions et que l'alimentation ne soit pas une contrainte sans solution. Et puis, on peut aussi s'attendre à voir évoluer l'écosystème de la façon dont l'agriculture se conduit, se pilote au niveau politique, mais aussi par les opérateurs. Et on trouvait intéressant de vous partager cette initiative au Québec où un ordre des agronomes a été créé avec comme mission de garantir une agriculture innovante pour les générations actuelles, bien entendu, et aussi futures, pour offrir des services de qualité. Peut-être qu'on verra là aussi naître de nouveaux acteurs, de nouveaux référents qui vont accompagner le mouvement et faire qu'effectivement, ils servent à la fois le monde agricole et bien évidemment la finalité de leur travail, la consommation et l'alimentation de tous. Notre 8e sujet, la sécurité des aliments. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que consommateur, concevoir d'avoir des aliments qui ne soient pas sûrs. Donc, c'est une obligation et c'est un peu un passage obligé. En même temps, c'est un sujet qui revient et qui fait l'actualité. Donc, pourquoi Antoine, c'est toujours aussi important d'en parler en 2023 de la sécurité alimentaire? Bien sûr, on continuera toujours d'en parler. C'est important à plusieurs titres. D'abord parce que effectivement, c'est une volonté des pouvoirs publics qui ont mis en place il y a quelque temps et qui poursuivent dans cette voie des outils, la plateforme Rappel Conso, la plateforme Signal Conso. Un chiffre parle. Récemment, on a relevé que près de 6000 rappels de produits sont aujourd'hui enregistrés sur la plateforme Rappel Conso. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une volonté politique et des pouvoirs publics d'être très vigilants sur le sujet, comme le sont tous les acteurs, bien évidemment, de l'agroalimentaire. Et puis, en matière d'actualité plus récente, le nouveau guide de la gestion des alertes a enfin été rendu public il y a quelques jours et il appelle vous tous les acteurs, à traduire dans les plans de maîtrise sanitaire les nouvelles dispositions. On a jusqu'à la fin de l'année, mais bien évidemment, il faut s'y mettre dès à présent. Donc, il y a ce nouveau cadre et cette vigilance des pouvoirs publics qui amène, et c'est bien normal, à agir et à être très vigilant sur ces sujets. Et puis, il y a bien sûr d'autres préoccupations montantes, comme les PFAS, le micro, les nanoplastiques, dont on parle beaucoup, les mycotoxines qui évoluent avec le changement climatique, les NGT, sur lesquels on se pose aussi des questions de sécurité. Et puis, effectivement, le changement climatique qui fait réémerger ou qui amplifie certains risques aujourd'hui connus ou plus émergents. Donc, il y a un enjeu, effectivement, d'un contexte évolutif de plus en plus resserré sur le sujet. Et puis, ce qu'on vous invite à faire, mais c'est bien évidemment très naturel pour vous tous, c'est de ne pas baisser la garde, de rester en alerte. À ce propos, le nouveau guide de gestion des alertes nous rappelle effectivement ce qu'on entend par alerte. C'est quand deux conditions sont réunies, le fait qu'une denrée puisse potentiellement être dangereuse ou susceptible de l'être pour la santé du consommateur, et dès lors qu'elle n'est plus entre les mains et sous le contrôle direct de l'opérateur. Donc, ce sont des précautions d'usage et des rappels que nous fait l'administration et qui sont importantes au même titre que se préparer à toute communication ou réaction en cas d'alerte, en cas de rappel de produit. L'actualité récente du printemps dernier nous rappelle que ça peut arriver à tout le monde de rencontrer des difficultés sans présager d'une faute ou d'autre chose. On sait que des fraudes ou des accidents peuvent survenir et c'est l'occasion pour nous de vous rappeler que toute l'importance de la posture d'une entreprise, d'une marque, lorsqu'une situation sensible survient. On est là dans le registre de la prévention et gestion de crise, la communication de crise. Mais on pense important de profiter de l'occasion pour vous rappeler et rappeler qu'il faut garder à l'esprit que toute marque, toute entreprise est d'abord jugée lorsqu'un incident survient à maîtriser la situation, à protéger le public, c'est la priorité, bien entendu, et puis à accorder une place à la compassion, à la responsabilité. Le consommateur aujourd'hui est fortement en attente d'une posture, d'un discours humanisé, de transparence, et puis bien entendu, parce qu'il faut toujours viser la sortie de crise lorsqu'on est dans une situation sensible en lien avec la sécurité des aliments, à être en capacité de proposer des solutions et bien évidemment de communiquer. On a parlé de l'énergie, du gaz, mais il y a une autre ressource qui est très très liée au changement climatique, c'est l'eau.
Donc, comment on gère aujourd'hui cette ressource qui devient en fait de plus en plus rare et précieuse et particulièrement dans le domaine agroalimentaire qui, on peut se le dire aujourd'hui, c'est un domaine qui est consommateur d'eau. Oui, bien sûr, on consomme beaucoup d'eau, bien évidemment, pour produire toutes ces matières premières, mais aussi pour les transformer. Donc, la question de la ressource en eau nous semblait intéressante à évoquer également ici, puisqu'elle elle impacte et elle impactera certainement beaucoup vos activités. On le sait, la ressource en eau est un défi majeur à l'échelle de la planète, on le sait. En plus de tout ça, elle est perçue par le consommateur comme un bien commun précieux qu'on doit partager et qui n'appartient finalement à personne. Et son usage ne doit pas nuire à autrui. Je pense que c'est important parce que c'est l'esprit qu'on a aujourd'hui, le consommateur et le citoyen. Et on voulait vous en parler aujourd'hui parce que bien évidemment, elle vient à manquer, on le sait, mais aussi parce que sa salubrité aujourd'hui est quelque part mise en cause. On a réglé le problème de la qualité microbiologique de l'eau. Mais aujourd'hui, d'autres problématiques émergent, en particulier celle des contaminants. Et j'évoque à nouveau ici les micros et les nanoplastiques dont on parle beaucoup dès lors qu'on évoque l'eau utilisée en alimentation, qu'elle soit à destination du consommateur ou utilisée dans les process de fabrication. Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux associés à cette eau et qui posent des questions. Est-ce qu'on va, à l'avenir, être amené à produire des aliments moins riches en eau? Est-ce qu'il va falloir se poser la question de la quantité d'eau qu'on met dans un aliment? Est-ce qu'on va utiliser moins d'eau dans les ateliers de fabrication, moins de lavage, moins de nettoyage? Il faut être vigilant. On sait ce que ça peut impacter en termes d'hygiène alimentaire. Est-ce que demain, on installera, c'est déjà fait dans certains secteurs, des circuits fermés, recirculation d'eau, de recyclage d'eau? Et puis, j'évoquais la salubrité. Faudra-t-il prochainement installer également des matériels, des outils de micro et de nanofiltration de l'eau à destination de la fabrication des aliments? C'est des questions qui nous semblent importantes de se poser, que certains se posent déjà. Des matériels commencent à se développer, à se proposer. Et on pense que tous ces dispositifs et ces questions accompagneront les pratiques et la fabrication des aliments de demain. Comment réagir, comment se positionner par rapport à ça? Je pense qu'il faut anticiper les prévisions, les restrictions qui pourraient être demain dictées aux acteurs de l'agroalimentaire. Ne fermer aucune piste. C'est l'occasion de reparler de ces New Genomics Techniques. On sait que certaines variétés de végétaux transformés selon l'une de ces techniques ont moins besoin d'eau, résistent plus facilement à la sécheresse. C'est peut-être aussi une solution. Il faut repenser l'usage de cette ressource en faisant un état des lieux effectivement de sa consommation, de la consommation d'eau de ses matières premières, et puis sans nuire à l'hygiène alimentaire, bien entendu. J'évoquais les pratiques de lavage et nettoyage dans les ateliers. Et puis aussi, parce que l'analytique est une science excessivement moderne qui se développe à vitesse grand V. Bientôt, on aura des outils pour détecter la présence de ces microplastiques, de ces résidus de médicaments, de contaminants, et certainement d'autres niveaux et d'autres perspectives de contrôle s'inviteront à nos tables. Et il faudra anticiper effectivement ces nouveaux outils analytiques qu'on nous demandera de mettre en place de manière à garantir la sécurité sanitaire de nos produits et du consommateur. Voilà une façon un peu différente aussi d'appréhender cette gestion de la ressource en eau qui me semble très importante. On va aborder maintenant le 10e sujet qui, un peu comme celui qui a introduit nos échanges, a vocation à se projeter de manière encore un peu plus prospective sur la façon dont l'intelligence artificielle pourrait impacter à la fois l'alimentation, la façon dont on en parle, la communication autour de l'alimentation. Et là aussi, il y a beaucoup d'innovations récentes, de sujets d'actualité qui font débat, qui interrogent, mais aussi qui donnent des perspectives assez incroyables sur le sujet. Je repasse la parole à Soa sur le sujet. En fait, l'intelligence artificielle est en lien, elle pourrait être en lien avec quasiment tous les sujets qu'on a abordés dans ce webinaire. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on se sert de l'intelligence artificielle pour optimiser beaucoup de process de fabrication, de l'analyse nutritionnelle. Elle sert aussi à
contrôler la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est dans le côté un peu industrie ou fabrication dans l'agroalimentaire. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a un rôle aussi qui est très important du côté du consommateur. Par exemple, dans l'analyse de ses comportements, de ses interactions et réactions sur les réseaux sociaux, etc. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, les acteurs du secteur alimentaire peuvent accéder à des rapports qui sont très détaillés, qui leur permettent de connaître des préférences des consommateurs pour affiner encore plus leur stratégie de marketing. Je vous donne un exemple concret, c'est par exemple Danone suit les tendances sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle et introduit grâce à ça de nouveaux produits en réponse tels que des nouveaux produits sans lactose, etc. Donc toutes ces interactions des consommateurs sur les réseaux sociaux sont détectées entre guillemets par l'intelligence artificielle et qui vont nous permettre d'accéder à des analyses qui sont très pointues pour répondre à de nouvelles problématiques, pour suivre ce rythme en fait, et ces besoins qui sont toujours en changement, voilà, très rapide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comment aujourd'hui envisager l'intelligence artificielle dans votre business? Alors, on n'est pas très bien placé pour vous donner des astuces très techniques là-dessus, mais l'idée, c'est de pouvoir en fait s'initier à ces outils, utiliser les plateformes ouvertes, puissantes. Aujourd'hui, on a tous entendu parler et on s'amuse bien sur ChatGPT, on lui pose plein de questions toute la journée et il nous répond d'une façon très précise et très intelligente. Donc, se tourner vers peut-être des fournisseurs, bien sûr, si on est une grande entreprise qui a les moyens, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, se tourner vers des fournisseurs de solutions pour savoir, pour avoir plus d'informations sur les outils qui peuvent nous être utiles dans notre business. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif de connaître encore plus nos cibles pour répondre à leurs besoins qui sont très spécifiques. Aujourd'hui, on peut comprendre leur comportement, on peut comprendre leur changement de goût, on peut avoir leur feedback sur des produits qu'on a lancés grâce à leurs avis Google, à leurs commentaires, à leurs likes sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on peut améliorer tous nos produits pour répondre à leurs besoins qui sont très spécifiques et pointus. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a voulu un peu terminer avec ce sujet, voilà, pour peut-être vous donner des idées supplémentaires pour vous intéresser surtout à l'intelligence artificielle qui prend vraiment un nouveau tournant en 2023. Et qui pourra impacter la communication qu'on fait autour des aliments. Ouais. Donc voilà pour nos 10 sujets. Maintenant, c'est l'heure des questions. Alors, on va reprendre le chat. Déjà, désolé pour les problèmes techniques au tout début du webinaire. Est-ce que si vous avez besoin qu'on se repasse des sujets qu'on a évoqués au début, donc n'hésitez pas. Alors, on va reprendre le chat. Il y a eu des questions. Alors, Estelle, l'inflation sur les produits bio est moins forte que sur les produits conventionnels. Bien sûr, parce que les produits bio, ils ont des prix qui sont plus importants que les produits conventionnels et du coup, le consommateur a été très sensible à ça. Donc, naturellement, il y a eu un déclin suite au manque de pouvoir d'achat qu'on a subi récemment. Tu es d'accord? Non, mais effectivement, oui, c'est un commentaire qui est intéressant sur le sujet du bio. Ouais. Sur les vocations d'agriculteurs, question que nous pose Fanny, effectivement, il y a une vraie question sur les jeunes générations, la façon d'appréhender la conduite de leur exploitation. Donc, beaucoup d'agriculteurs, je crois, je n'ai pas les chiffres en tête, mais partiront à la retraite. Et il y a véritablement, effectivement, l'intérêt d'avoir une vocation. On voit ça aussi dans d'autres métiers en lien avec l'agriculture, autour du métier de vétérinaire, par exemple, ou même d'ingénieur agronome. On est un tournant de la même façon qu'on l'est sur l'agriculture, sur
l'évocation des jeunes générations et la façon dont, sur la base de leur motivation, la culture s'orientera. Une autre question, des exemples de groupes, marques, distributeurs agroalimentaires qui vous semblent en pointe sur certains de ces sujets? Il me semble qu'on parlait de l'agriculture, les changements que subit l'agriculture. Oui, oui, il y a des entreprises qui sont très en pointe, qui vont s'intéresser tout particulièrement au bien-être animal, hein, des sujets comme ça, effectivement, ou au déploiement du biocontrôle. Donc, oui, je pense qu'il y a des entreprises dans la filière du poulet, hein, sur effectivement toutes ces questions, l'impact environnemental. Le Planet Score a par exemple été porté récemment par l'entreprise LDC. Donc oui, il y a une volonté en tout cas de travailler sur ces sujets, de les prendre en compte dès maintenant. On sait que l'avenir est incertain, puisque quand on voit aujourd'hui hein, le débat qu'il y a sur le Nutri-Score, que le Nutri-Score est quand même une initiative qui a 10 ans d'âge, hein, qui a fait l'objet de nombreux débats, qui est porté par plusieurs États membres européens, qui a fait l'objet de beaucoup de communication scientifique. On a une assise relativement forte autour de ce sujet. On voit aujourd'hui les difficultés à s'accorder au niveau politique en Europe. Donc, tout ça laisse présager de fortes discussions, difficultés, confrontations, il nous semble, hein, sur le plan politique dans les années à venir, sur de vastes sujets, qui sont tous ceux qu'on aborde là. Donc, ces sujets doivent être portés néanmoins parce qu'on doit s'y intéresser, parce qu'il faut se faire une opinion, il faut se confronter à ces sujets, il faut voir dans quelle mesure on doit les appréhender prioritairement en fonction de ses activités, de la nature de ses produits, de ses pratiques, même si on sait que demain, il y aura à nouveau beaucoup de discussions et que à d'autres niveaux, les questions seront peut-être à nouveau posées et challengées. Autre question, est-ce que le nombre d'alertes est en augmentation d'année en année ou plutôt stable? Question pour le pro de la PGC. Est-ce que le nombre d'alertes est en augmentation d'année en année? Il faudrait vérifier, mais en tout cas, le mouvement est permanent, hein, et actif. Hein. Il y a eu un petit temps d'adaptation au lancement de rappel conso, le temps que toutes les dispositions soient bien appréhendées par tous les acteurs, hein, que ce soit les déclarants comme l'administration. Mais là, aujourd'hui, le rythme reste très soutenu. Il a été fortement impacté récemment par l'oxyde d'éthylène, hein, il y a quelques mois maintenant. C'est pour ça que la DGCF a même couplé le site Rappel Conso avec des fichiers Excel qu'on trouvait sur leur site. Mais oui, le mouvement reste quand même assez soutenu. Autre question, l'upcycling des eaux de cuisson pourrait aussi avoir sa place? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est un commentaire auquel on adhère. Je pense que on parlait récemment, je crois que vous l'avez vu dans les médias, de récupérer aussi les eaux, pourquoi pas de pluie, hein, pour les usages des toilettes, hein, domestiques. Hein. Pourquoi mettre de l'eau potable, effectivement, dans certains usages? On pourrait imaginer d'utiliser des eaux, effectivement, de cuisson ou autres. Hein. Donc, tout ça doit être étudié. C'était un peu le sens de notre intervention. Et effectivement, les eaux de cuisson également. Peut-être pour l'élaboration de nouveaux produits aussi, je sais pas. Oui, à voir l'usage qu'on pourra en faire, mais en tout cas, est-ce que c'est effectivement dans un autre registre? Mais je pense qu'il faut réfléchir à tout type d'upcycling, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il faut que la technique suive, il faut que la sécurité sanitaire suive. Hein. Une eau de cuisson, effectivement, elle peut aussi contenir des produits. On l'avait vu hein, quand on a commencé à utiliser des emballages à partir de papier recyclé, tout d'un coup, on s'est posé la question de la migration de molécules non alimentaires. On a fait un peu retour en arrière. Donc, il faut bien préparer le terrain, mais tout doit s'envisager. Et effectivement, comme d'autres ressources, l'eau est précieuse et doit être prise en compte sous tous ses angles. Question sur l'envoi de la présentation. Alors, on va vous laisser une adresse mail, donc qui est l'adresse mail d'Anne Claire, qui est notre responsable commercial chez Protéine. Donc, vous pouvez lui envoyer un message et elle vous enverra bien sûr le support avec grand plaisir.
Un commentaire, donc plus largement, qui était en réponse du coup à une question de Fanny, plus largement que les vocations d'agriculteurs, il y a une vraie question pour attirer ou retenir les talents dans toute la filière agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. Tous ces sujets nécessitent des compétences de plus en plus pointues. Or, l'agro a du mal à recruter pour plein de raisons, y compris d'image. CF, les ingénieurs AgroParisTech, symptômes de cela. Non, bien sûr, c'est un commentaire auquel on adhère. On fait le même constat, hein, bien entendu. Et la réponse de notre prix Nobel de physique, je pense, cette citation s'adressait en partie hein, à ces ingénieurs à AgroParisTech dont on a beaucoup parlé, qui ont suscité le débat, et c'est un débat qu'il faut avoir. C'est vrai que la forme a interpellé, mais effectivement, ces questions se posent. Je le mentionnais tout à l'heure, hein, mais les vocations aussi hein, de vétérinaires. Hein, on se pose la question. Je crois que il y a des difficultés à recruter aujourd'hui des vétérinaires dans les campagnes, dans les abattoirs, parce qu'effectivement, toute la question du bien-être animal, et pourquoi pas aussi la question de l'alimentation végétarienne hein, se pose. Donc, y compris chez de futurs vétérinaires. Donc, ça, on rebat les cartes. Il y a des difficultés nouvelles qui s'imposent à nous. Et il faut effectivement les appréhender, parce que ce serait dommage qu'on soit obligé d'aller chercher effectivement des compétences au-delà de nos frontières. C'est ce à quoi on s'expose. Ouais. J'ai vu quelque part la question du goût, effectivement. On le sait, hein, la question prioritaire hein, pour le consommateur aujourd'hui, c'est le plaisir et le coût. Donc, bien évidemment, l'un n'ira pas sans l'autre. Et ça rejoint aussi le point qu'on a voulu souligner sur l'importance du savoir-faire technologique aussi, hein, sur l'élaboration des aliments. Il faut faire des aliments qui soient avant tout bons et accessibles et qui donnent des perspectives, effectivement, qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc, c'est parfois compliqué et on aura besoin de tout le monde et de tous les savoir-faire pour y arriver. Alors, on a Laurent nous demande notre avis sur deux sujets. Le premier, c'est le gaspillage alimentaire. Oui, c'est large comme question. Oui, c'est large, non, mais bien entendu, c'est une question qui préoccupe tout le monde. Hein. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les chiffres nous disent que toute la chaîne alimentaire est concernée, hein, puisqu'à tous les niveaux, je crois que ça se répartit assez équitables entre la production 30%, la transformation 30% et 30% aussi après chez le consommateur. Enfin, je crois que c'est en gros les chiffres qui circulent, donc ça intéresse tout le monde. Si je reviens à nouveau sur un sujet qui nous semble d'intérêt, c'est que le gaspillage alimentaire aussi, je reviens sur le savoir-faire. Aujourd'hui, on se pose la question d'utiliser les coproduits hein, qu'on destinait soit effectivement à la poubelle ou à l'alimentation animale, mais aujourd'hui, on cherche à comprendre ce qu'on pourra en faire dans un autre registre. Et là aussi, hein, les coproduits demain, c'est pourquoi pas des principes actifs, des bioactifs, des fibres, des nutriments intéressants, mais qui seraient réutilisés, revalorisés dans l'aliment. Bah, là aussi, hein, ça pose la question de la transformation alimentaire. Une forme de cracking hein, des coproduits, mais ça nous semble devoir être appréhendé, être considéré et susciter de l'intérêt, puisque c'est aussi une façon de répondre à des demandes, en particulier celle du gaspillage alimentaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, on ne l'a pas cité sur l'information du consommateur, mais récemment, en France, en tout cas, on a élargi la possibilité en matière de communication autour de la DDM, et on sait que c'est aussi une question que l'Europe va traiter. Donc, à tous les niveaux, il faut effectivement accompagner le consommateur pour ne pas gaspiller. Alors, la deuxième question de Laurent, c'est la place de la dimension plaisir dans un contexte d'hyperinflation et de RSE. Bien sûr, le plaisir. Le plaisir, il est incontournable. Il est incontournable. Il nous semble qu'aujourd'hui, le consommateur ne se départit pas de ça, c'est-à-dire qu'il va se tourner vers des produits premier prix, mais l'appétence que lui renverra le produit comptera aussi. Mais ce qui peut par contre arriver, c'est que ça l'amènera peut-être à se tourner vers ce qu'on appelle des produits de satisfaction immédiate, c'est-à-dire que vers des produits souvent gras et sucrés qui vont effectivement
au-delà d'une question d'équilibre ou de diversité de son alimentation, lui donne du plaisir. Donc peut-être qu'effectivement, ça l'orientera vers des produits qui font plaisir avant tout et auxquels il n'accordait pas une place importante, aussi importante que ça jusque-là, mais qui l'amène à le faire du fait de l'inflation et ses difficultés financières. On l'a vu aussi pendant la pandémie, en fait, les crises, ça favorise, ça favorise encore plus cette notion de plaisir, en fait. Oui, et après, ce qui est aussi dommage, c'est que nous, on a la conviction, parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille en permanence, qu'on peut aussi se faire plaisir avec des aliments nutritionnellement intéressants et accessibles. Donc, c'est tout l'enjeu aussi là de savoir communiquer et d'inviter le consommateur néanmoins à se tourner vers ce type de produit. Autre question, alors c'est pas une question, mais une précision d'Estelle. Il n'y a pas que le prix. La baisse de la consommation bio est également liée en partie à la contraction de l'offre en GMS, puisque c'est le premier circuit de distribution du bio. Ouais, effectivement. C'est vrai. Il y a plusieurs facteurs qui ont un peu impacté le bio, entre autres le prix, mais oui, beaucoup d'autres facteurs, bien sûr. Bien sûr, la présence dans les points de vente, tout à fait, aussi impacté. Une question d'Anne-Charlotte. Pouvez-vous préciser ce qu'est le bio pas cher ? En fait, le bio pas cher, ce qu'on avait à l'esprit en évoquant ce bio-là, c'est effectivement le bio de ces aliments un peu quotidiens que le consommateur aujourd'hui continue d'acheter. Donc on pensait au lait, à ces produits effectivement de produits simples ou des produits de tous les jours sur lesquels effectivement si on arrive à avoir un différentiel prix le plus modeste possible, on pense qu'il soit en capacité de se tourner vers lui. Ou les produits qui ne sont pas forcément locaux ou fabriqués en France. Qui peuvent aussi revendiquer ça, mais enfin, oui, on envisageait plutôt que comme ce sont des produits qui par nature, sont relativement accessibles et sur lesquels le bio, avec des différences de prix relativement modestes, pourrait effectivement gagner en intérêt pour le consommateur. Pour certains d'entre eux, en tout cas. Question de Noémie. Y a-t-il des signaux faibles sur un rejet des produits raffinés, comme le farine et le sucre, et la dépendance au sucre ? Alors, c'est deux sujets un peu différents. Les signaux faibles sur le rejet des produits raffinés, oui, si je comprends bien la question, il est porté par tout ce mouvement autour de l'ultra-transformation et de l'inquiétude que ça crée chez le consommateur. Donc oui, avec cette idée que le cracking des matières premières est effectivement délétère sur le plan de la santé et des produits qui en sont issus. Donc effectivement, c'est une vraie question auquel on a essayé d'apporter un regard autour de cette question du savoir-faire technologique dont à notre sens, ne pourra pas se passer. La dépendance au sucre, alors je vois une question en dessous. Alors c'est une dépendance plutôt comportementale, pas physiologique. Il y a effectivement le sucre n'est pas plus additif que la cocaïne. Il y a eu des études qui ont été menées mais qui ont été fortement critiquées également. Nous, effectivement, ce que nous disent les scientifiques, c'est il n'y a pas de phénomène de dépendance comme avec les drogues. C'est-à-dire que personne n'a jamais attaqué une banque, je caricature, mais attaqué une banque qui manquait de sucre. Alors, effectivement, il y a d'autres moyens peut-être de s'en procurer, mais enfin, on n'observe pas les mêmes phénomènes physiologiques. Néanmoins, il y a une forme de dépendance un peu comportementale, une addiction, effectivement, au goût, qui mérite une attention bien entendu, mais qui n'est pas assimilé à des dépendances aussi fortes. Et c'est un débat qui est fort en France et qui est beaucoup moins fort dans d'autres pays. Qui suscite bien évidemment de l'intérêt, mais il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées, en particulier par Culture Sucre sur le sujet. Autre question de Françoise. Il a été dit que SIGA avait fait faillite. Pouvez-vous confirmer ? Ils sont effectivement, en tout cas aujourd'hui, beaucoup moins présents. Et, visiblement, effectivement, SIGA n'est plus ce qu'il était. Voilà, mais on n'a pas d'autres commentaires à faire sur le sujet.
Quel lien entre gaspillage alimentaire et souveraineté alimentaire? Quel lien entre gaspillage alimentaire et souveraineté alimentaire? D'une certaine manière, les deux, effectivement, sont liés, mais est-ce qu'on doit les appréhender, effectivement, ensemble? Je ne saurais pas y répondre. Cette question mérite réflexion. Effectivement, on prend beaucoup de hauteur par rapport à ces deux sujets. Le gaspillage alimentaire fait effectivement de la partie de la souveraineté alimentaire. Oui. Le mieux on tirera parti de tout ce qu'on produit et de tout ce qu'on utilise. Effectivement, ça revêt une certaine forme de souveraineté et ça y contribue. Mais je pense qu'elle est aujourd'hui, elle est entendue un peu sous une autre forme, mais c'est un point de vue, effectivement, et c'est une remarque intéressante. Parfait, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, si vous n'avez plus de questions, il est 10 heures pile, Antoine. Oui, bah, tant mieux, tant mieux. Pile à temps. Alors, peut-être qu'il y a d'autres questions. On attend peut-être un tout petit peu. Ok, il n'y a que des remerciements. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Et encore désolé pour les problèmes techniques. Voilà. Et à bientôt. N'hésitez pas à nous consulter. Effectivement, tu l'as dit, c'est disponible. C'est enregistré. On vous donnera les moyens de réutiliser et de partager. De toute façon, vous allez recevoir le replay et n'hésitez pas à envoyer un mail à Anne-Claire. On vous a mis l'adresse mail ici pour recevoir le support en version PDF. Voilà, merci beaucoup à tous et on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.